différents degrés. Constance est venue à Arles en tant que résidente de l'UMA, une résidence suggérée par un ancien résident, Paul Preciado. Nous travaillons souvent avec ce degré de filiation ici. Un ami amène un ami comme une famille. J'ai lu son précédent livre, Love Me Tender, 5 fois. D'abord parce que je ne sais pas très bien lire en français, mais aussi parce que l'immédiateté et l'énergie du texte m'ont envahi. Une fois, j'ai lu à haute voix, imitant la vitesse de la voix de Constance. Je vous recommande fortement de faire la même chose. Sa voix est un espace. Je recommanderais également vivement d'écouter le livre audio où Constance lit son travail. Sa voix réelle, reproduite dans l'espace, est à la fois sculpturale, visuelle et urbaine. Ici, pour écouter un extrait de son nouveau livre, Non, elle a accepté de partager ses idées avec nous tous ce soir. Je tiens à remercier Violaine Huisman, qui nous a fait le plaisir d'accepter de s'entretenir avec Constance. Un grand merci à l'équipe qui a rendu cet événement possible, Martin Guinard et Flora Katz, l'équipe des commissaires, Diana Grisian et Claire Sarrier, mais aussi Julie Bukobza qui supervise notre programme de résidence à Arles. Et tous ceux qui sont soutenus l'événement. Merci aussi à Moustapha Bouayati, directeur général de l'UMA, et à Maya Hoffman et à la Fondation l'UMA pour le soutien continu et pour faire cet événement une réalité. Bonne soirée à vous. Merci Vassili. Non, je suis très touchée par ce que tu as dit. Et non, je suis très très heureuse d'être à Arles, ici. Et oui, j'ai passé 3 mois, il y a maintenant un peu plus d'1 an. C'était donc de novembre à janvier, au moment si on s'en souvient encore, du 2e confinement. Et je pense que c'est un des moments les plus heureux de ma vie. Donc je suis très heureuse d'être là et voilà, c'était merveilleux en fait. C'était ce ciel bleu. Enfin, je ne vais pas vous parler d'Arles à vous, mais je ne peux revenir à Arles sans une grande émotion. C'est vrai. Et c'est oui, en partie là, dans cette tour, que j'ai écrit le livre dont on va un peu vous parler ce soir. Et par ailleurs, je suis très... merci Violaine. Merci à toi, c'est super. Violaine Huisman est d'abord un écrivain que j'admire et avec qui on a depuis peu de temps une conversation qui fait du bien parce qu'en fait c'est assez rare, je pense, entre écrivains de trouver quelqu'un à qui parler de cette chose un peu bizarre qu'on fait. Donc je suis très heureuse qu'elle soit là. Et voilà. Et je vais vous lire le début, quelques passages de noms, et puis ensuite, pas trop long. Et puis voilà. Elle trempe le gant dans la bassine d'eau tiède, elle le passe sur le visage, elle baisse le drap, elle baisse le pyjama, elle passe le gant sur le sexe mort de mon père, elle remonte le drap au-dessus de la taille, elle me demande une chemise, je me tourne vers le placard, je prends une chemise que je pose sur le lit, elle prend mon père par les épaules, elle essaye de lui enlever sa veste de pyjama, les bras ne se déplient pas, elle s'empêtre, je la vois qui s'empêtre, je me penche, allez, je me penche, j'attrape l'épaule froide, je glisse mon bras derrière son dos froid, je mets ma main dans sa main froide, je tire le bras bloqué, je pense à rigidité cadavérique, j'enlève le pyjama, je mets la chemise, je repose mon père contre l'oreiller, elle range les 2 pompes, elle enlève les tuyaux, elle ramasse les poches de morphine et de sédatifs, elle les met dans une mallette spéciale avec un code, c'est pour récupérer la morphine qu'elle est venue, c'est la procédure, elle m'a dit au téléphone. Le gant, la chemise, c'est son idée, elle a dit on ne peut pas le laisser comme ça, elle s'en va, il fait toujours nuit. Je retourne dans la cuisine, je refais du café, le jour se lève, il fait beau,
Je sens l'odeur sèche du jardin. À 8h30, je prends la carte bleue de mon père sur la cheminée. Je prends la Peugeot, la 206 3 portes diesel 197 000 km, achetée à Touraine occasion il y a quelques jours. Je vais au distributeur du Super U, j'hésite sur le montant. Je tire 200 €. Il fait déjà chaud quand je rentre. Je ferme les volets de la chambre, je le regarde. Il a déjà changé, plus tiré, plus cireux. Les pompes funèbres passeront quand on aura le certificat du médecin. Il ne faut pas trop tarder avec la chaleur. Je reste dans la maison avec la chaleur qui monte. Je suis seule avec lui, comme cette nuit, comme toutes les nuits de ces dernières semaines. C'est calme, c'est nouveau, ce calme, c'est le silence, la machine à oxygène qu'on n'entend plus. Parfois, je passe dans sa chambre, j'entre, je regarde. Le médecin frappe à la porte, je lui ouvre, il va dans la chambre, il constate. On retourne dans le salon, il fait le certificat, il dit qu'il aimait bien mon père, que c'était un patient particulier mais qu'il l'aimait bien. Je me dis qu'il doit dire ça à chaque fois, à chaque mort, qu'il doit penser que ça fait plaisir. Il me prend dans ses bras, c'est gênant, je suis raide, ça ne dure pas, il me donne le certificat. Tire-toi, t'entends. Il se tire. Ma sœur arrive avec son mari, elle porte des lunettes de soleil comme aux enterrements de stars. Elle pleure, elle n'ose pas aller le voir, je l'accompagne. Il déjeune, moi je ne déjeune pas, je vais aller nager après. D'habitude j'y vais plus tôt. Les pompes funèbres débarquent, ils garent leur camion devant la maison. Ils sont 2 ou 3 types, je ne sais plus, que des hommes. Peut-être que c'est un métier d'homme. Je leur donne le certificat, je signe des papiers. Ma sœur retourne dans la chambre de mon père. Je l'entends qui lui parle, elle pleure fort. Elle dit en pleurant qu'elle ne veut pas qu'il l'emporte. J'y vais, ou bien son mari, je ne sais plus. On lui parle, elle se calme. Je lui dis de partir, de rentrer chez eux. Ils habitent en face, de l'autre côté de la Loire. Ils ont quitté Paris. Je leur dis que je vais m'occuper des pompes funèbres. Vous aussi, tirez-vous. Ils s'en vont. Les types des pompes funèbres sortent la civière en métal de leur camion, frigorifique, je me demande. Ils vont dans la chambre, je leur donne des affaires pour mon père dans le cercueil. Je leur donne un jean, une autre chemise bleue, une paire de Clarks, un slip, des chaussettes. Je vais dehors, dans la rue devant la maison. Ils passent la porte avec mon père dans la housse en plastique sur la civière en métal. Je dis donc les pieds devant, c'est les pieds devant. Les types des pompes funèbres ne me répondent pas. À travers la housse en plastique opaque mais transparent, je vois les mèches de cheveux blancs de mon père. Ils glissent mon père à l'arrière du camion. Ils se tirent eux aussi, lui aussi. Je retourne dans la maison, je suis seule, la maison est vide. Il y a du soleil, je vais dans sa chambre, je regarde. Je passe dans le salon, je prends mon sac de piscine, je ressors. Je reprends la Peugeot. Touraine Occasion, c'est juste en bas, sur l'Alvé, dans la zone industrielle près de la Loire. Je roule, il fait beau. Je traverse le Cher, je prends direction Tours-Nord. Je me gare sur le parking du centre aquatique du lac, un bassin de 50. Je nage tous les jours, je nage. Je suis née pour terminer un sale boulot. Je dis sale mais je pense beau, un beau boulot, le plus juste, le plus moral. J'insiste, le plus moral, celui de détruire, de finir. Je dis ça calmement, simplement, juste comme ce qui doit être fait, ce qu'on a tous à faire. Pas réparer, comme ils disent toujours, il n'y a rien à réparer, mais au contraire rompre, partir, participer à la grande entreprise de perte, l'accélérer, achever les choses. Quel est ton nom ? Personne, c'est rien le nom. C'est comme la famille, c'est comme l'enfance, je n'y crois pas, je n'en veux pas. Dans la chambre du mort, dans un tiroir, une photo de baptême. Photo officielle de ma vie officielle. Devant le château de ma mère, au Pays Basque, mes parents, mes 2 grands-mères, mon grand-père ministre, moi dans les bras de ma mère. Je porte une grande robe en dentelle blanche. Il y a eu un article dans le journal local. À la messe, les hommes du village ont chanté pour moi. Le président de la République a dit à mon grand-père que Constance, c'est très beau. C'est comme dans les livres dont vous êtes le héros, il faut choisir d'aller à droite ou bien à gauche, choisir l'histoire qu'on se raconte, quel héros on est, trier, décider, s'arracher. Toutes les photos sont comme ça, toutes les phrases aussi, j'imagine. Je n'emporte pas la photo, je la remets dans ce meuble qui sera vendu ou récupéré par ma sœur ou jeté. Je referme le tiroir, je sors de la chambre. Je me suis débarrassée de presque tout. De la famille, du mariage, du travail, des appartements, des choses, des êtres. C'est ce que j'ai fait ces dernières années, me débarrasser. D'un coup et calmement. C'est à la fois rapide et lent, c'est matériel et intérieur, c'est comme creuser, comme descendre dans des galeries, comme aller de sous-sol en sous-sol, comme nager aussi. C'est des longueurs et des longueurs.
On ne peut plus revenir en arrière. Ce qui était avant n'existe plus. Ce qu'on était avant n'existe plus. D'ailleurs, c'est exactement cette impossibilité qu'on voulait. Faire disparaître les questions, les priver de cause, les rendre caduques. Ça se refuse, un héritage. Je ne parle pas d'argent, ça fait longtemps qu'il n'y en a plus. Je parle de la croyance, de la fidélité. Il faut en finir avec l'origine. Je ne garde pas les cadavres. Le décor, c'est les années 60, Paris, Saint-Germain-des-Prés. C'est des fils de famille ou bien des filles. Du côté de ma mère, elles étaient 4 sœurs, comme du côté de mon père, ils étaient 4 frères. La même folie de part et d'autre, puisque les familles sont toujours la folie. Elle était la dernière, elle était née dans un château. À l'époque où ils se sont rencontrés, elle vivait dans un grand appartement, rue Bonaparte, avec sa sœur la plus proche. La première qui va mourir, mélange alcool-médicaments, overdose de suicide. Comment savoir dans ces cas-là? L'immeuble était à sa famille, à leur famille, à ma famille. Il y avait le buste en marbre d'un ancêtre baron dans le hall et des cousins dans les étages. Son père à elle, mon grand-père, était mort quand elle avait 14 ans. Lui aussi avait été député et même ministre, mais il était mort depuis longtemps. Sa mère, ma grand-mère, vivait dans les Landes avec ses chiens. De temps en temps, elle venait à Paris vérifier ce qui se passait. Il y avait des disputes, des cris, des scènes. Les parents dans cette famille étaient des gens violents. L'aristocratie rend fou, pas à cause de la consanguinité, à cause de la croyance que ça existe, ça, être noble, surtout quand ça n'existe plus, surtout quand tout le monde meurt et que les châteaux brûlent. Dans cette famille, on élevait les enfants comme on élevait les chevaux pour être beau. Être beau, ça veut dire plein de choses. Le reste n'a pas d'importance. Après le bac et les années de pension chez les bonnes sœurs, elle s'était inscrite à la Sorbonne, on l'avait arrêtée dans la rue, on lui avait proposé de faire des photos. Elle posait pour les magazines, elle défilait pour les couturiers, elle était devenue mannequin. Il y avait quelque chose d'effrayant dans sa beauté, pour tout le monde, pour elle-même aussi. Quand elle vient me chercher à la sortie de l'école, 10 ans, 15 ans plus tard, c'est ça que je vois. Elle au milieu des autres mères, normale et ridicule. Ma mère plus grande, plus mince, ma mère avec ses grands manteaux et ses lunettes de soleil. Même l'épagnol gros et mal foutu au bout de la laisse la rend encore plus royale. Elle pourrait se promener avec un cochon, ma mère, on trouverait ça à la fois conforme et sublime. Tout juste si les gens ne s'écartent pas sur son passage, ou plutôt s'ils ne lui font pas la révérence et ne portent pas les pans de son manteau, s'ils n'adoptent pas le protocole le plus sophistiqué, quelque chose comme celui de l'Empire de Chine au début de René Lès. Je m'étonne presque qu'ils arrivent à s'adresser à elle directement, sans user de la troisième personne, qu'ils la tutoient parfois. Elle tutoie tout le monde. Elle est ultra chaleureuse, jamais snob. Sois simple, elle dit aux gens qui n'y parviennent pas. Duchesse de Parme dans la recherche. Ils tombent sous le charme, tous, je les vois. Ça les saisit, c'est physique, ils ne sont plus eux-mêmes. Mes amis, les parents de mes amis, la boulangère, un clochard, n'importe qui. Ils se liquéfient. Quand je suis avec elle, je regarde les choses se faire. Ça marche à tous les coups. Le désir qu'ils ont d'elle, le désir fou et respectueux. Une reine, ça ne se prend pas contre un mur. Une reine, on pense qu'à elle, mais on n'ose pas la toucher. On espère qu'elle se baisse jusqu'à vous, qu'elle se baisse et qu'elle vous baise. C'est ma mère qui jouit d'ailleurs, c'est son désir souverain qu'elle promène dans le monde. Être son enfant, c'est être sexuel d'emblée, puisqu'elle l'est. C'est bander et jouir, c'est être frustré et pervers, voyeur et proxénète, calme et furieux. Je suis témoin ou complice. Je regarde par ses yeux les autres tomber, je suis le fils préféré ou la fille, je suis le prince héritier. Tout quoque mi fili, je me délecte et j'enrage, j'attends mon heure. Maintenant, quand je pense à elle, je me dis qu'elle était folle. C'est depuis quelques années que je pense à ça, depuis que je sors avec des femmes, depuis que j'ai compris que c'était fou allier une femme. Dans la famille, il n'y a pas d'ouvriers, de paysans, de domestiques, d'instituteurs, de commerçants, de petits fonctionnaires, pas non plus de taulards, de putes, de pédés, d'assassins, pas d'étrangers, d'exilés, d'immigrés. Dans la famille, il y a des ministres, de Gaulle, Pétain, Giscard, Pompidou, Napoléon III, Louis XV, etc., des députés de tous les régimes, des comtes, des barons, une duchesse, deux peintres célèbres, un architecte de gare, un prix de Rome, des rabbins, des pasteurs, des professeurs de médecine, des diplomates, des membres du Jockey Club, des académiciens. Aristocratie incluse, la bourgeoisie est ridicule. Ils se croient importants, ils sont ridicules. Si les bourgeoises voyaient, si les non-bourgeois savaient. Ridicule au point que ça devrait être interdit. C'est ce grotesque de la bourgeoisie, de toutes les bourgeoisies, car c'est un panel infini, qui rend sa violence particulière, qui la rend insupportable.
J'ai longtemps eu du mal à comprendre que la violence de classe soit passée de mode. La violence de classe de bas en haut, j'entends. Celle qui va de haut en bas, je la connais bien, je la connais par cœur, je la connais de l'intérieur. Ça a été mon enfance d'observer ceux qui font la loi, comme ça ne connaît rien du monde, ces gens-là, de bien voir comme ils étaient laids en plus. C'est quand même un signe, l'inélégance, l'absence de questions sur soi jusque dans les corps, les visages, les vêtements, les coupes de cheveux, tout ce qui se montre. Par exemple, à Paris, sur la ligne 4 du métro, c'est quelque chose qu'on voit bien. Comment ça se répartit, la beauté et la laideur, parmi les classes. Les gens beaux, de Porte de Clignancourt à Strasbourg-Saint-Denis, et les gens vides à mesure que la ligne s'embourgeoise, du Marais au 6e. Comme ça porte peu son corps, un bourgeois. J'ai bien vu tout ça enfant, la violence et la laideur de ceux qui font la loi, et plus tard celle de ceux qui l'appliquent. Ça a longtemps été mon job, de voir ce qu'était la justice, de voir les juges faire leur boulot qui est de mettre en tôle les pauvres, puisque la loi est contre les pauvres, puisque la justice est contre les pauvres, que c'est comme ça, et peut-être que ça ne peut pas être autrement, puisque ce n'est même peut-être que ce n'est même pas la faute des juges, que c'est à un autre niveau que tout ça se joue, à un niveau peut-être impossible à défaire, je ne sais pas. Je sais que de voir tout ça de près vous dégoûte. Au début, on croit qu'être avocat, c'est défendre, c'est s'opposer. Et puis on comprend que c'est permettre aux juges de faire leur sale boulot à eux, permettre à la justice d'écraser tranquille, que c'est à ça qu'on sert les avocats, à légitimer la violence de classe de haut en bas. L'autre, celle qui va de bas en haut, on dirait qu'elle a disparu. Les pauvres, c'est entre eux qu'ils se violent, qu'ils s'assassinent, alors voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour eux? C'est pour des raisons de ce genre que j'ai arrêté d'être avocat. Avant, ça me dégoûtait, maintenant je m'en fous. Je m'en fous des pauvres, je m'en fous des riches, je m'en fous des bourgeois et des non-bourgeois. Je m'en fous vraiment, profondément. Je m'en fous tellement, vous n'avez pas idée. C'est les clodos, ça peut la faire chialer, elle leur donne toujours du fric, elle donne des billets. Moi, ça fait longtemps que je donne que dalle, que je ne les vois plus, que je n'ai plus pitié. Qu'ils ne viennent pas me déranger, qu'ils ne viennent pas me demander de l'argent ou une cigarette. Tais-toi, t'entends. Un jour, je finirai par en gifler un de pauvres qui me dérange, ça finira comme ça. La lutte des classes, je m'en fous, les pauvres, je m'en fous. Mes ancêtres ministres et mes ancêtres aristos, je m'en fous pareil. Tais-toi, t'entends. Tout ce temps que vous êtes, taisez-vous. J'aurais bien aimé un bruit de claque pour finir. Tu sens un gros gifle. Je suis très heureuse de te parler, Constance, parce que c'est vrai qu'on s'est rencontrés grâce à Julie Boukobza, qui est là. On s'est rencontrés à Arles, juste à la fin de ta résidence. Et j'ai senti une profonde connivence entre nos esthétiques, en fait, ou nos projets, ou notre façon d'appréhender ce travail d'écriture impossible. Et pour commencer, je crois que se pose de manière... la question qui se pose de la manière la plus évidente, c'est la question du jeu, la question de la narration, de la personne qui raconte l'histoire, le livre. Et dans tes livres comme dans les miens, tu as publié 3 livres en 6 ans, un tous les 2 ans à peu près. Et tes 3 livres parlent à la première personne, d'un personnage qui s'appelle Constance Debré et qui partage tes détails autobiographiques, tes détails biographiques, qui partage ta biographie, qui partage ta vie, qui partage ton histoire et qui partage ton parcours et ce parcours aussi de ces 6 dernières années de dépouillement. Et mes livres aussi parlent d'un personnage qui porte mon nom et qui a la même histoire que moi. Et pour autant, quand je parle de mes livres, il me tient à cœur d'expliquer que ce n'est pas moi. Que, évidemment, c'est moi. Je ne suis pas en train de nier que ce qui se passe dans le livre est aussi ce qui m'est arrivé dans la vie, mais ce n'est pas tout à fait ça. Et pour autant, le terme de roman me dérange un petit peu parce que, à vrai dire, je le trouve un peu ringard. Le terme d'autofiction, finalement, je le trouve aussi un peu dépassé. C'est un terme des années 80. Si en art contemporain, là, on est à l'UMA, si en art contemporain, on utilisait encore des termes des années 80
les gens vous regarderaient comme si vous étiez complètement cinglé. Mais en littérature, on fait semblant que rien n'a changé depuis un siècle. Et pour autant, on n'est pas non plus dans le reportage. Et pour finir, le terme littérature est quand même lourd à porter. Donc, je ne sais pas, c'est quelque chose de l'ordre... En fait, en t'entendant lire, là, je me suis dit que c'était le trou. C'était ça, en fait. C'était les galeries, c'était de creuser ce trou et d'en faire un projet, de creuser. Oui, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Et je rajoute qu'il y a aussi, parfois, parmi les mots qu'on nous propose, et qui celui-là est encore plus faux que les autres, c'est celui de récit. Mais non, c'est pas du tout un récit. En revanche, il y en a un que j'aime bien, qui est celui qu'employait Thomas Bernhard, qui disait qu'il faisait de l'anti-autobiographie. Voulant dire, je crois, que s'il utilisait les événements de sa vie, que c'était pas du tout le sujet de ses livres, c'était ce que ce jeu qu'il avançait pensait. Voilà. Pourquoi pas? Ouais, je pourrais pas. Et en fait, je trouve ça très juste Thomas Bernhard aussi, parce qu'on entend cette voix-là, cette voix qui harangue, cette voix qui conspue, cette voix qui s'indigne. C'est la voix de beaucoup des romans de Thomas Bernhard. Oui, il y a ça aussi. Ouais. Et qui est ta voix et pas ta voix, c'est la voix de ce personnage qui, à ce moment précis, est en colère. Mais pour ce qui est du trou, enfin de ce qui se passe, je crois, et ne croyez pas que ce soit une pause, parce que vraiment, ce histoire du jeu, quand on l'écrit, quand on commence à l'écrire, je pense qu'il, enfin, comme sans doute n'importe quelle phrase, mais il nous impose, j'ai l'impression, il nous oblige à encore plus de vérité. Moi, j'ai l'impression, c'est cette impression-là. Mais la vérité qui n'est pas... Une vérité qu'on ne sait pas exactement encore avant d'écrire, et qui est une vérité, je dirais, presque impersonnelle. Même si on la déroule au fil, effectivement, Violaine, comme moi, au fil des événements qu'on trouve dans nos poches, c'est-à-dire de notre vie, mais ce n'est pas le sujet. Voilà, on trouve en nous-mêmes, et c'est ça qui arrive là, un jeu qu'on ne connaissait pas et qui est beaucoup plus impersonnel que voilà. Et c'est pour ça, et le pari de la littérature tient à ça. C'est quand même l'intuition, mais qui n'est qu'une intuition tant qu'on n'a pas de lecteur, que c'est ces choses comme ça qu'on ressent, qui sont relativement intuitives et qu'ensuite on met sur une page, sont partagées par d'autres, qui ont, par définition, pas du tout notre vie. C'est Annie Ernaux qui parle de ce jeu que je trouve de façon très, très pertinente et très belle par rapport à ce que tu dis. Elle dit que c'est à la fois le pronom, c'est évidemment le sujet le plus personnel, mais en même temps le plus collectif. Et c'est une façon, en fait, d'exprimer le collectif. Parce que chacun d'entre nous, dans cette pièce, dit « je » pour conduire sa vie. Et c'est à travers ce jeu qui est l'expérience du réel, l'expérience matérielle aussi. Oui, j'aimerais rebondir sur ce que tu dis sur le fait que ce soit toi dans ce livre, et peu importe que tu utilises en fait la matière de ta vie, mais ça pourrait être une autre matière. Est-ce que tu peux en dire plus sur ça, sur ce que tu racontes dans ce livre et dans tes livres précédents, pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas lu les livres de Constance? Son premier livre s'appelait Playboy et parlait... Donc les livres suivent aussi une chronologie biographique qui est par rapport à des choix que tu as fait dans ta vie, des choix de dépouillement
d'arrachement, comme tu le dis très très bien dans le premier chapitre du livre, en passant par la séparation d'une vie de famille, la séparation d'une relation hétérosexuelle pour passer à l'homosexualité, que racontait Playboy, puis Love Me Tender, un livre qui parlait de cet arrachement à la maternité, de cet arrachement au lien, un fils qu'il devient compliqué de voir dans des circonstances qui soit ne permettent pas très bien d'accueillir cet enfant parce qu'il y a une espèce de nomadisme dans cette vie d'écrivain que vit le personnage à ce moment-là qui rend ce dispositif compliqué, et aussi parce que le reste de l'entourage de la famille ne comprend pas. Et qu'il y a surtout un procès. Il y a aussi qu'il y a un procès pour celle qui a passé, oui, qui a passé toute sa vie professionnelle dans des cours. Et puis ce livre, Non, sur la mort du père, et le nom qui est aussi le nom de l'auteur sur la couverture de ce livre. Mais en même temps, cette matière qui est la matière de ta vie, c'est aussi une matière que tu traites avec distance, comme on entend dans le style que tu utilises dans les passages que tu as lus. C'est pour toi une façon de te dépouiller encore davantage de ton histoire, tu crois? Ou c'est quoi cette matière? C'est pourquoi cette matière? Pourquoi cette matière? Je te pose cette question aussi parce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse profondément dans les choix que tu as faits à partir du moment où tu as commencé à écrire et où tu t'es dépouillé de toutes ces choses qui font un peu l'apparat des familles conventionnelles, disons, d'un rôle d'un rôle féminin plus traditionnel, en tout cas dans la famille. Et il y a une convergence, en tout cas une coïncidence, entre les livres que tu as écrits et ce travail de dépouillement dans ta vie. Et est-ce que tu vois cette coïncidence comme quelque chose qui fonctionne ensemble, qui n'aurait pas pu se vivre sans l'écriture, ou à l'inverse que l'écriture n'aurait pas pu exister je vais sans? répondre de façon sans doute très désordonnée. Je pense que tout à coup, en fait, c'est ça qui s'est passé. Tout à coup, c'est pas que j'ai eu envie d'écrire, c'est que j'ai su ce que j'ai su qu'il fallait que je me mette à l'ordinateur, et je savais évidemment que ça fait depuis très longtemps que je lis et que je veux écrire. Bon, ça marchait pas. Et puis tout à coup, il m'a semblé que c'était ce que je devais faire, parce que j'avais commencé je savais un peu comment je voulais faire, en fait. Et voilà, et évidemment, comme j'ai un tempérament un peu monomaniaque ou obsessionnel, c'était l'essentiel de ma vie, c'était ça. Et à partir du moment où on a cette chose, cet autre lieu, cette autre dimension qui est l'écriture, qui est quand même c'est curieux d'ailleurs, parce que c'est à la fois mental, et puis ça finit par être quelque chose de matériel. Donc ça, c'est assez génial. On fait apparaître quelque chose qui ne sont, je rappelle, que des signes, que des signes. Mais donc, quand cet espace-là apparaît, et en fait, l'autre monde, le monde réel, dans sa matérialité, devient beaucoup moins important. Donc je pense aussi, finalement, que... Alors après, il y a des circonstances qui font que, effectivement, quand on quitte brutalement un métier, il se trouve que le mien était le métier d'avocat, pour se mettre à écrire, et qu'on n'est évidemment pas financé pour ça, le dépouillement vient tout seul. Hein. La société s'en charge. Mais alors là, tout se combine, parce qu'on devient fou, parce qu'à la fois on a cet espace, et cet espace, qu'est-ce qu'on y fait? Alors oui, c'est moi, décide d'écrire à la première personne, pour des raisons très
très réfléchis, comme ça, qui sont que c'est ce qu'on préfère soit lire. Moi, j'adore le jeu quand je lis depuis toujours. Pourquoi? Exactement pour ce que tu viens de dire, Violaine, c'est que moi, je m'identifie, et je pense qu'on est tous comme ça, on s'identifie immédiatement au jeu. Bien sûr que je peux m'identifier à d'autres personnages des romans, mais ce jeu, c'est tout de suite, oui, c'est celui qui est collé là tous les jours. Enfin, voilà, il est immédiatement familier. Et que c'est le plus simple, et que j'adore ce qui est simple et direct, et qui attrape. Donc j'ai voulu faire au plus simple et prendre le jeu, et puis voir ce que je pouvais en faire. Après, il y a l'autre chose qui est certainement aussi vraie, c'est que je commence à écrire à un moment où effectivement, aussi parce que je fais ce choix-là, disons que les circonstances extérieures sont plutôt inconfortables. Mais encore une fois, là, tout se joue, tout se tient, parce que j'ai un endroit qui est magique, et dans cet endroit magique, en fait, je vais créer quoi? Ce jeu, c'est aussi, c'est-à-dire que de moi-même, bien sûr que c'est pas moi, mais quand même de moi-même, je vais créer un héros. Ce qui relève, je veux bien le reconnaître, d'un petit déséquilibre mental. Mais voilà, enfin, quand on est très faible, je vais créer un héros. Finalement, c'est ça qu'on fait. Et donc voilà, on est quand même totalement aussi à l'abri. Je sais plus. Mais parce que c'est un besoin aussi. Je pense qu'il y a d'abord. Et donc on est sauvé. La première impulsion, je pense que c'est la nécessité d'écrire. Et ensuite. Et ensuite, la littérature vous sauve. Enfin, il y a cet aspect-là, en tout cas, je pense. Maintenant, je suis plus dans cette même chose, mais dans ce moment d'urgence, et quand ma vie était de fait un peu compliquée, voilà, ce héros dans ce document d'ordi me sauvait. Et par ailleurs, un héros, c'est quoi? Enfin, c'est un personnage. Enfin, que ce soit dans un jeu électronique ou dans l'Odyssée, c'est un personnage qui n'est finalement un héros que parce qu'il traverse des épreuves. Donc, le réel, en me renvoyant des épreuves, me confirmait dans ce délire que j'étais un héros. Donc, je pouvais continuer mon boulot. J'avais raison. Juste une chose après, mais Emmanuel Carrère, je ne sais plus dans lequel de ses livres, explique que notre rapport au monde, à chacun, est constitué par une histoire drôle qui nous constitue. Alors, elle est très brève et c'est certainement pas drôle, mais c'est bien Emmanuel Carrère, ça. Alors, mon histoire drôle, pardon, c'est quelqu'un, un type qui croit que sa brosse à dents est son chien. Il pense, voilà. Donc il est soigné pour ça. Et puis, alors, il y a plusieurs tests. Ça, sa brosse à dents, mais c'est votre chien. Ben non, vous restez à l'hôpital, monsieur, ça va pas. Et puis un jour, on lui dit alors, c'est quoi ça? Ben oui, c'est une brosse à dents, je sais, je suis vraiment confus. Je sais pas comment pendant autant d'années, j'ai pu croire que c'était un chien, c'est grotesque, mais bon, voilà, très bien. Parfait, monsieur, vous pouvez sortir. Il sort, il regarde sa brosse à dents et il dit on les a bien eus, hein, Médor. Voilà. Et je pense qu'il y a un peu de ça, avec. J'adore cette histoire, ouais. Non, en fait, oui, il doit avoir raison finalement, Carrère. Oui, c'est-à-dire, je sais que. Mais quand même. Quand même. Mais quand même. Ouais. C'est. J'ai envie de rebondir sur cette phrase de Proust. Je me dis qu'on a déjà cité beaucoup de monde, mais on va convoquer Proust aussi, parce que quand même, tu l'as cité déjà en parlant de ta mère, que je trouve un passage absolument sublime dans le livre et qui me fait évidemment tout de suite penser à ma mère qui était pareil. Ma mère m'emportait les pans de son manteau, pareil, on lui faisait une aide, honneur quand elle passait quelque part. Et pareil, ma mère était une reine et... C'est pas pour rien que j'ai appelé mon premier roman Fugitif parce que reine, qui est une phrase de Proust aussi. Mais Proust disait la vraie vie, c'est la littérature. Tu veux nous faire une micro-exégèse de cette phrase de Proust? Mais oui, c'est bien la preuve qu'il était fou. C'est ça. Oui.
C'est ça. Et je me souviens très bien, donc voilà, on traverse ce livre avec mille plaisirs, mais il y a quand même cette espèce de dénouement qui est la vraie vie, c'est la littérature. Et donc on se dit, ah ouais, d'accord. Et donc pour ceux qui n'écrivent pas, c'est quand même... Ouais, il faut merci comment, Marcel. La vraie vie, c'est la littérature. En tout cas, oui, en tout cas, ça m'a permis de rien, simplement dans mon existence à moi. Je sais pas, tu me diras pour toi, mais dans mon existence à moi, ça m'a permis d'être de sortir de ce sentiment que j'ai eu, pardon, là ça devient personnel, mais pendant très longtemps d'étrangereté en fait, oui. Et de l'inadéquation, disons, entre le monde et moi. Et que c'était pas, je sais pas, il y avait un truc qui collait pas. Et donc voilà, maintenant je sais que c'est ça que je dois faire et d'essayer d'arriver à trouver d'attraper des vérités qui tiennent dans des phrases et les mettre là, en creusant. Des galeries. Ouais. Et tu parles de héros en parlant de ton personnage. C'est quoi ce genre pour toi? Pour toi, c'est un genre masculin? C'est un genre neutre? C'est... Oui, c'est un genre neutre, mais enfin, je pourrais dire une héroïne, mais qui est dans le... Quand je dis héros, c'est... Tu veux dire au sens large? Au sens large. Mais oui. j'ai l'impression de t'avoir entendu aussi parler de toi en tant qu'écrivain. Est-ce que le masculin... Et dans le livre, Ouais. il me semble que tu parles au masculin. Ça, peut-être une ou deux fois, mais... Ça m'a interrogée, ça m'a interpellée. Mais... alors, il y a plusieurs choses. Il y a le masculin neutre, mais ça, c'est que je préfère, mais sans y attacher. Honnêtement, je n'attache pas beaucoup d'importance par exemple, enfin, on peut m'appeler comme on veut. En fait, ce que je fais, c'est que j'écris. Après, je ne tiens pas, moi, à ce qu'on m'appelle écrivain, autrice. En vrai, ça m'est égal. Mais j'ai plutôt l'habitude de la vieille règle du neutre masculin, qui me gêne pas du tout. Vraiment, et pour parler de la question du genre dans la langue ou du genre plus général, ce sont des questions qui m'ont peut-être un peu, qui m'ont intéressé nécessairement, et évidemment au moment de Playboy, parce que le fait d'avoir pour moi tard dans la vie des relations homosexuelles, en fait c'est un bouleversement, et ça vous déplace énormément, et ça vous fait voir plein de choses. Donc à ce moment-là, ce déplacement m'a beaucoup intéressée, voilà. Mais ceci étant fait, c'est plus une question qui m'intéresse beaucoup, et la raison pour laquelle ça m'intéresse pas beaucoup, c'est que justement, c'est parce que plus j'écris à la première personne, plus je rencontre ce sentiment d'impersonnalité, et plus je conforte, plus est conforté chez moi ce sentiment que les identités, en réalité, n'existent pas. Je veux dire que au cœur de ce qui est notre expérience, notre expérience de l'existence, vraiment, et plus on va profond, plus ces histoires d'identité n'existent pas. Quand je je sais, mais j'en appelle à votre expérience, à vous. Est-ce que au fil de nos journées, voilà, enfin quand on a cette espèce de
ça, chose intérieure qui nous suit du matin au soir et la nuit aussi sous une autre forme, nous dit-on. Est-ce qu'on pense à ces identités, par exemple, homme ou femme? Je dis bien, mais il me semble que non. Il me semble que moi, j'ai jamais, ou même la question de savoir si je suis homosexuel. Oui, je suis homosexuel, bon, mais c'est pas un secret. Mais ça ne. Quand je pense à moi, je ne pense pas à ces choses-là. Et je pense que c'est pas là que se passe l'essentiel de notre existence intérieure, mais pas seulement intérieure. Bon, donc. Après, il y a des questions d'identité politique dont tu parles très bien dans le livre aussi, quand tu parles plus dans la position de l'avocate, enfin de l'avocate pénaliste qui se penche sur ces questions politiques, où l'identité devient stigmate, devient handicap, devient violence en fait. Et là l'identité, je pense, cette question d'identité nécessairement traverse l'individu qui oui, bien sûr, qui vit avec de manière incontournable. Oui, alors je ne dis pas que rien n'existe du réel, et d'ailleurs, si je parle des questions de famille, des questions de milieu dans ce livre, c'est aussi pour ça. Je dis on peut s'arracher, mais jusqu'où on peut s'arracher, on peut pas s'arracher totalement. Je ne suis pas en train de nier des évidences. Mais je crois beaucoup plus. Ces histoires d'identité, voilà, baignent notre époque. Et je ne dis pas qu'elles n'existent pas, je dis que parfois elles empêchent de voir d'autres conflits, parce que bien sûr qu'il y a des conflits et des conflits sociaux, et à mon avis, voilà, les questions d'oppression de classe, c'est un vieux mot, l'histoire de classe, mais sont beaucoup plus importants, en tout cas pas moins importants que le conflit entre identités. Et qu'à mon avis, et que j'ai peur parfois que le seul prisme de l'identité fasse oublier finalement la question de l'autre. Parce que quand on parle des identités, finalement, après il y a la question de la légitimité. Et on ne serait légitime qu'à parler de sa propre identité. Par exemple, voilà, un homme ne pouvant parler pour les femmes, un blanc pour les noirs, etc. Et donc à ce moment-là, si on ne peut parler que depuis sa propre identité et des oppressions dont on en serait victime, à un moment ça devient quand même un peu narcissique, si j'ose dire, et on ne se pose pas la question de l'autre. Et j'ai quand même l'impression que, voilà, que la question de l'autre, c'est-à-dire pas de n'importe quel autre, mais la question de ceux qui sont exclus, qui sont oppressés par le système. Et effectivement, comme j'étais avocat pénaliste, c'est quelque chose que j'ai vu de près, est un sujet politique dont on se finalement fout de plus en plus. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de très beau dans ce livre que tu évoques un peu plus tard dans le livre sur cette question. En fait, il y a un personnage qui est un des clients, des anciens clients de la narratrice, intervient dans le livre. Et c'est un personnage assez bouleversant, très étrange, qui fait penser à la fois à Raskolnikov, au personnage de Crime et Châtiment et de L'étranger de Camus. C'est quelqu'un qui traverse la vie comme ça en ayant commis un crime absolument abominable, mais comprenant pas bien ce qu'il a fait. Et cette avocate pénaliste qui le retrouve, enfin, qui le recontacte des années plus tard, essaie de comprendre ce qui s'est passé ou raconter ce qui s'est passé. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose dans ce personnage que tu as créé aussi, ce héros. Et c'est drôle, quand tu parlais de jeux vidéo, je le visualisais, je sais pas, tout ce dispositif de jeux vidéo, les galeries, les trucs qui tombent dans tous les sens. Et la neutralité de ce personnage aussi. Et peut-être cette neutralité-là, qui est celle dont tu parles aussi quand tu évoques la robe de l'avocate qui la porte à la cour et qui se dépouille de son genre
et de son appartenance sociale à ce moment-là. Tout le monde est habillé pareil et tout le monde est en robe neutre. Et peut-être cette voie narrative qui permet aussi de raconter ces histoires-là. Oui, c'est vrai. En fait, un procès aussi fait disparaître les identités. Le procès, je sais pas. Je sais pas. Moi, j'ai fait des cauchemars de procès. Je sais pas si c'est. Voilà. Alors, un psy. Moi, je fais des cauchemars d'examen encore. D'examen. Ouais. Oui, aussi. Aussi. La question du procès, et oui, effectivement, c'est un des grands thèmes de la littérature, enfin, notamment. Puis tous ont été jugés, enfin, je veux dire, de Jésus à Spinoza, tout le monde y passe à un moment, en fait. Et oui, c'est des fonctions. Et l'avocat n'existe pas. Le type qui est jugé, en réalité, c'est tous les accusés. C'est tous ceux qui ont fauté à un moment. Et il y a quelque chose de très étrange. Et en fait, on est à la fois la victime et le coupable. On est à la fois celui qui défend, parce que c'est un geste, c'est presque un réflexe. Quelqu'un tombe, on le ramasse. C'est comme ça. Et oui, mais il faut bien juger aussi. Et ce ne sont que des conflits, il n'y a pas de solution. Il n'y a aucune solution à un procès, jamais. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas une seule personne qui... Enfin voilà, que les rôles sont répartis. Et oui, il se passe... C'est toujours... Enfin, pour ce qui est évidemment du pénal, on est toujours dans ce qu'il y a de plus archaïque, en fait. C'est la question du meurtre, en fait. Enfin, il y a d'autres crimes et délits, mais c'est la question du meurtre. Et qui doit être traitée avec la même distance que la littérature traite les grandes questions de nos vies, du désespoir au désespoir. À l'amour, allez. Et à l'amour. Et à l'amour. Tu dis des choses très étonnantes et que j'ai trouvé très belles aussi sur l'enfance dans ce livre, dans lequel tu racontes, comme tu l'évoques aussi dans tes autres livres, l'enfance quand même difficile que tu as vécue, enfin que ton personnage a vécu, mais qui est ton enfance aussi, avec une mère morte à 16 ans, très abruptement, un père totalement tox toute sa vie, que tu récupères à la fin de sa vie et que tu accompagnes dans la mort aussi. Mais toute cette violence, en fait, tu ne la renies pas, tu ne la... Et tu l'acceptes comme quelque chose qui peut même être constituant, enfin être constituant d'être. Tu l'acceptes comme quelque chose de constituant d'être. Et tu évoques ces questions au regard du personnage de ton fils aussi, qui est évoqué dans ce livre, mais dans le précédent également. Et en t'interrogeant, mais de façon, je trouve, très riche par rapport à qu'est-ce que ça voudrait dire de préserver cette enfance et comment on préserve une enfance et est-ce qu'on a vraiment besoin de protéger les enfants à ce point? Oui, je pense pas qu'on puisse avoir... même je pense que ça m'intéresse pas. D'avoir qu'une part... Alors, j'ai pas eu la vie la plus violente qui soit, et j'ai pas le goût de la souffrance, pas du tout ça. Mais c'est comme ça. L'existence, c'est un tout. Et il y a le bien et le mal qu'on fait, pas seulement qu'on reçoit, parce que en fait, je crois qu'on est tous victimes et coupables, en fait. Mais depuis
les premiers moments. On est tous victimes et coupables. Voilà. Et que l'existence dans le bien, ou même le plaisir, ou même le bonheur n'aurait absolument aucun sens, n'aurait même pas de réalité s'il n'y avait pas les autres choses. Et c'est comme ça, et ça fait partie de l'expérience, et moi c'est quelque chose que j'accepte et que j'accueille. Enfin, et surtout, est-ce qu'on a le choix, en fait? Voilà, il y a aussi ça. Il y a aussi, vous vous souvenez de Nietzsche qui reprenait les stoïciens, il disait amor fati, il faut aimer le fatum, ce qui tombe, ce qui arrive, il faut l'aimer. Alors, l'aimer, c'est aussi une question de... ce qu'on ne peut pas changer, on peut en changer la pensée qu'on a de lui. C'est la question du rapport. Il y a je, il y a les faits, et puis entre les deux, qu'est-ce qu'il y a? Rien, il y a un rapport. Et un rapport, en fait, c'est ça relève de l'idée. Mais oui, non, je pense, et je pense que l'enfance, alors on sait que l'enfance est une construction culturelle qui ne cesse d'évoluer au fil du temps, mais que l'enfance telle qu'on nous la raconte aujourd'hui, qui doit être, où les enfants seraient juste pas des êtres. Enfin, déjà, alors ça on le sait, c'est un autre mot, hein, enfant, les enfants. Mais, enfin, on se souvient. Je dis pas que c'est exactement la même chose, mais on l'a tous été. Bon, on n'était pas un petit animal rose ou une peluche. Et si on s'en souvient, comme moi, si vous vous en souvenez comme moi, je m'en souviens de l'enfance, on n'était pas moins intelligent qu'aujourd'hui. On avait la même finesse de perception des choses. Alors on était peut-être moins maître de nous-mêmes, et c'est pour ça que c'est heureux de grandir. Et d'ailleurs, quand on est enfant, en tout cas moi c'était mon cas, je n'avais qu'une hâte, c'était de sortir de l'enfance pour être maître de moi-même le plus possible. Mais l'enfance comme monde innocent, comme monde simplement comme des êtres qui seraient ne serait-ce qu'à l'abri de l'angoisse existentielle. Je vous rappelais la peur de la nuit des enfants? Non. On naît avec cette chose, on le sait. Ensuite, tout ce, disons, catéchisme moderne, dans lequel il y a évidemment du vrai, mais qui est aussi, à mon sens, excessif, qui est de croire que tous les problèmes qu'on a à l'âge adulte, tout ce qu'on est à l'âge adulte, sont le résultat de ce qui a été vécu pendant l'enfance. Je n'y crois pas, et deux, que tout ce qui a été malheureux pendant l'enfance, ce serait des traumas. Non, des traumas, il y en a tous les jours. Oui, on marche, on tombe, c'est un trauma. Ça s'appelle la vie. Alors la vie est un trauma. C'est comme ça. Et pourquoi ça commencerait à 18 ans? Ben non, ça commence avec la vie. Il n'y a pas un moment, tilt, c'est bon, vous entrez dans l'âge où c'est suffisant. Non. Le problème aussi de cette vision-là, c'est de croire que... c'est de croire qu'il y a toujours des coupables à ce qu'on est. Et que c'est pas... Et que les problèmes d'existence, les problèmes ou les solutions d'ailleurs, ne sont pas en nous-mêmes. Les problèmes, pour moi, c'est... Pendant des siècles, on avait la philosophie. Voilà. On essayait de comprendre ce qu'on était, ce qu'on éprouvait, ce qu'on devait faire avec des livres de philosophie. Maintenant, on lit moins de philosophie, on ne fait que de la psychologie ou de la psychanalyse. C'est très bien la psychanalyse, ça nous a ouvert les yeux sur des milliers de choses. Mais est-ce qu'on ne peut pas se décoller aussi un peu de notre enfance et de notre biographie et de ce prisme de nous, petits enfants, etc., et de tout ce qui est arrivé comme des choses qui n'auraient pas dû arriver? Je ne vais pas te poser la question qu'on me pose très souvent, de savoir si écrire des livres était thérapeutique. Je ne te la poserai pas. Mais je me demande quel lien tu fais entre les 20 ans que tu as passé, des études de droit que tu as faites. Tu n'as pas choisi d'étudier la littérature, tu as choisi d'étudier le droit. Et ensuite, pendant 20 ans, tu as exercé le métier d'avocat, pénaliste.
est-ce que tu vois un lien entre ce travail sur le droit, sur la justice et le travail de l'écriture? Enfin, on sait aussi que le droit est plein de mots, de langues, de constructions, de langages éminemment complexes et littéraires d'une certaine manière. Donc il y a ce lien-là, mais de manière moins évidente peut-être. Il y a plein de choses, oui, bien sûr. La première, c'est que le droit est un système, donc c'est un endroit. On peut tout traduire en droit. Et donc le droit devient un espace abstrait, comme le livre peut devenir un espace abstrait. Mais surtout, ce qui est très, très important pour moi, plus que le droit lui-même, c'est ma pratique d'avocat et d'avocat pénaliste. Je pense que si je suis devenu un membre pénaliste, j'avais commencé dans un barreau, disons, plus classique, c'était parce que j'aimais les livres, c'était parce que j'aimais Dostoïevski. Oui, c'est pour ces choses-là, ou Camus. Et qu'on avait beau me dire que que quand on était bon juriste, c'était mieux de faire des contrats compliqués, et que le pénal, finalement, c'était assez basique, toujours les mêmes histoires. C'est vrai que la loi des hommes pour juger celui qui tue est à peu près la même partout, et qu'elle existe depuis que des hommes existent et qu'ils tuent. Donc c'est sûr, c'est pas sophistiqué. Donc il y avait un snobisme anti-pénal, mais moi j'y suis allée parce que c'est pas la question. Et en fait, et donc je voulais voir ça, voir ce que je connaissais pas, voir cette chose-là. Et alors quand on est avocat pénaliste, en fait, on arrête d'écrire et on parle. D'ailleurs, on dit qu'on plaide, si je me souviens bien. On plaide et la parole est très importante en fait, parce que c'est pas pour soi, c'est pas pour distraire, c'est pas pour avoir l'air intelligent, vendre des livres. Ça aussi, je pense que c'est très important, les livres. Mais c'est d'abord c'est pour quelqu'un d'autre, et c'est quelqu'un qui va ou pas sortir de prison, qui va ou pas passer 20 ans en prison. Et peut-être qu'il va y passer de toute façon, mais juste à un moment, il faut que quelqu'un dise quelque chose pour lui. Avant qu'il soit condamné, il faut qu'au moins une fois dans sa vie, quelqu'un parle pour lui. Donc, quand c'est votre tâche de faire ça, oui, la parole est importante. Et je pense que à la fois aussi le choix de la première personne et disons mon style, enfin, viennent aussi de cette expérience-là. D'abord, de parler effectivement plus pour eux, mais en mon nom, et plus largement, parce que ça vient aussi toujours de la même colère ou tristesse, enfin ce type de sentiment, du sentiment que la vérité, on la connaît et elle n'est pas dite. Et qu'il faut qu'elle soit dite. Il faut qu'elle soit dite aux juges qui font semblant de ne pas comprendre quelque chose. Il faut que quelqu'un leur dise. Alors je pense qu'il y a un peu de ça. C'est pour ça que parfois je dis des choses comme ça, un peu de façon très, très directe. Oui, il faut en fait. Ça suffit là. Le brouhaha police, en fait, c'est pas supportable parce que ça crée de l'injustice. Donc il y a de ça, et que oui, une plaidoirie, en fait, il faut saisir il faut saisir le juge, en fait, ou les jurés. Et donc il faut parler avec une certaine autorité, et trouver un bon ton, et il faut être simple et clair. Ce que j'entends dans ce que tu dis aussi, c'est qu'il faut qu'une voix s'élève pour laisser la trace d'une existence, pour que cette existence ait compté, pour que cette existence n'ait pas été vaine et n'ait pas été ignorée. Et c'est vrai
c'est vrai des criminels que tu as défendus, comme c'est vrai de toi-même, du personnage que tu inventes à travers tes livres. Mais alors ça, c'est une question, justement, peut-être en tout cas. C'est parce que quand on écrit à la première personne, en fait, on n'écrit pas que sur soi. On écrit nécessairement sur ce qui nous arrive, et ce qui nous arrive dans une vie, c'est toujours les autres. Donc on écrit sur les autres, en fait. Et quand c'est à partir de notre vraie vie, ce sont sur ceux qui nous sont proches. Et donc moi, je l'ai fait largement, toi aussi. Quel est ton sentiment avec ça, la question des autres dans nos livres? Laisser une trace, absolument. Enfin, moi, je le ressens comme ça, en tout cas. Que cette nécessité, ce que je ressens dans la nécessité d'écrire aussi, dans ce besoin compulsif presque, enfin vital en tout cas, totalement vital, c'est de faire exister ces personnages autrement, ailleurs, d'en faire des objets, d'en faire de la matière qui ne s'évanouissent pas, qui ne soit pas l'évanescence des sentiments inconstants, qui ne soit pas l'intangible du souvenir, qui ne soit pas ces choses qui se délitent comme ça tout le temps, enfin avec le temps qui passe, c'est de les figer un moment dans une voix qui les constitue, qui leur donne une place aussi, qui les situe et qui les constitue. Mais là, je fais le geste du... Je ne sais pas de quoi, d'ailleurs. Je pense du livre qu'on met dans l'étagère. Oui, mais c'est quand même... Enfin, il y a quand même un truc particulier. C'est quand même un geste de puissance sur l'autre. Peut-être aussi, il y a cette question qui est très importante et qui est toujours très compliquée, qui est que quand c'est toi qui parles, quand c'est toi qui écris, sur les autres, tu as une position dominante de fait qui est très compliqué à gérer, parce que à mon sens, enfin moi en tout cas je le ressens, le devoir éthique de faire très attention à ce que je dis de ces personnes qui ont existé pour de vrai, et pour qui je parle, et au nom de qui je parle, ou pour qui je parle en mon nom, mais bon quand même je parle pour elles, et c'est finalement, si c'est moi qui raconte leur histoire, j'ai un devoir moral d'être digne de cette histoire, en tout cas. Je trouve. Non, parce que moi, j'ai plus mauvaise conscience que toi. Non, mais après, j'ai mauvaise conscience. Est-ce que je suis plus cruelle, peut-être? Je sais pas. J'ai essayé, en tout cas dans mes livres, jusqu'à présent, j'ai essayé de pas être cruelle. J'ai essayé de me retenir de toute cruauté. Mais j'avais envie, hein. J'avais très envie, très souvent. Mais j'ai pensé à chaque fois, quand ça surgissait, je pensais magnanimité. Parce que pour toi, c'est la fidélité aux êtres qui... Je pensais comment... Est-ce qu'il est possible d'être plus magnanime, puisque c'est toi qui prends la parole, puisque tu es déjà supérieur, puisque tu es déjà... Voilà, c'est toi qui parles. Donc maintenant, toi qui parles, est-ce que tu peux être un peu magnanime envers... Tu vois, c'est ceux qui ont peut-être fait beaucoup de mal, mais qui, là, en l'occurrence, dans ce dispositif-là, n'ont rien demandé. Non, mais alors, que le sentiment que la prise de parole, enfin, oblige, je crois qu'on la partage. Ouais. Mais moi, il m'arrive d'être... Enfin, c'est quelque chose que j'assume totalement, hein, mais d'être... voilà, enfin, de trouver que oui, il y a quelque chose de dur et que je charrie des cadavres un peu quand même dans mes livres par moment. Enfin, en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé après avoir fini ce livre, et je me suis dit, quand même. Mais c'est pas pour le plaisir, enfin, je veux dire, il n'y a vraiment aucun plaisir à ça. Et j'essaie de comprendre, en fait. Mais je pense qu'il y a une nécessité à ça aussi. Je pense qu'il y a une nécessité aussi à être...
à ne pas édulcorer la violence, ou à ne pas édulcorer la voix qui surgit en toi aussi, ou ne pas faire c'est parce taire que j'ai le la sentiment... voix Et pour moi, dans ces moments où tu dis tais-toi, dans tous les moments, ces moments où tu scandes des paragraphes entiers de tais-toi, j'entends la narratrice, j'entends l'auteur parler à la narratrice aussi, en lui disant « mais tais-toi, mais tais-toi, mais tais-toi ». Et c'est une voix que j'entends souvent, ou peut-être je projette complètement, parce que c'est une voix que j'entends beaucoup, moi, dans ma tête. Mais en général, la voix est plus dure que ça. C'est plutôt une voix qui dit « connasse ». Mais c'est peut-être la voix de ma mère aussi. Non, on peut pas finir là-dessus. Parce que c'est le moment de passer aux questions. Si le public a des questions et oui, bien sûr. désire imaginer. Super, waouh, beaucoup de questions. Alors. Bonsoir. Vous avez évoqué la nécessité d'écrire. J'aimerais savoir, pour toutes les deux, sur quoi s'appuie cette nécessité d'écrire, comment elle surgit, à quel moment il y a cette nécessité? Pour moi, de manière très physiologique, c'est-à-dire des phrases qui n'arrêtent pas de défiler tout le temps, et ça devient un besoin physique de les poser pour que ça s'arrête. Enfin, ça s'arrête pas en fait, et puis tant mieux si ça s'arrête pas, mais que d'en faire quelque chose, parce que ça rend fou. Non, mais pour moi, c'est plus l'image de... Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais c'est plus l'image de ce lieu où je dois aller. Enfin, j'y passe quand même du temps. Où j'ai l'impression que oui, c'est là que je dois aller creuser des choses qui sont là, on les sent tous, ça nous rend fou qu'elles ne soient pas dites, il faut que j'essaye de les trouver. Voilà. J'ai l'impression que c'est ça que je dois faire. Et honnêtement, si je le fais, je ne dis pas que j'y arrive, mais si je ne me mets pas dans cet endroit, en fait, le reste n'a pas d'importance. Disons, la vie autour de ça, bien sûr, oui, je ne suis pas complètement désincarnée, j'ai des plaisirs, des déplaisirs, une vie à organiser, et tout ça. Mais en fait, ça n'est pas important. La seule chose qui compte, c'est voilà, mon travail, je suis comme un mineur dans ce truc, et d'essayer d'y aller et de remonter des choses, quoi. Je suis totalement d'accord avec ça aussi, et je dois dire que j'ai lu le livre de Constance, Love Me Tender, pendant le premier confinement. Et j'étais dans une petite maison à la campagne. Enfin, moi, j'étais très privilégiée, de toute façon, je vis une vie très privilégiée, mais j'étais dans une petite maison à la campagne avec mon compagnon, mes enfants, et je ne pouvais plus rien faire que m'occuper de mes enfants qui avaient l'école à la maison, et de m'occuper et j'avais une jalousie de la vie de Constance. J'avais envie de jeter mes enfants, juste de partir, de fuir. Un désir de fuite que le livre de Constance a réveillé encore plus, en me disant, mais c'est elle qui a raison, putain. Moi, je veux faire comme elle. Vous voyez, parce que aussi, Love Me Tender, c'est aussi un personnage qui n'a pas le choix, en fait, qui est privé de son fils, et qui s'en accommode avec... mais moi j'étais là, mais oui. Mais qui dit, mais oui, c'est formidable. Et bon, il y avait les deux versants. Oui, bien sûr, il y avait les deux versants, mais là, à ce moment-là, je voyais le versant... oui. Juste, oui, cette nécessité, elle est plus forte même que la maternité. Elle est plus forte que tout. Elle est juste vitale. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui,
Je reviens sur la fin de votre entretien, où vous parliez de votre rapport aux autres. Alors, c'est une question un peu intime, Constance Debré, mais par rapport à votre... donc, je viens de lire votre deuxième bouquin, et votre rapport aux autres, justement, et je voulais savoir quelle était votre réaction, les sentiments des gens intimes avec qui vous étiez avant. Votre ex-mari, par exemple, comment il avait réagi à votre livre, par exemple. Je sais bien que c'est une question intime, mais... D'abord, je ne vais pas répondre pour lui. Non, mais vraiment, ça sent... C'est même pas une... Non, mais est-ce que vous étiez en... Enfin, je sais bien que c'est une question intime, mais en même temps, votre écriture s'y prête. Parce qu'en effet, je trouve que c'est très compliqué, en fait. Oui, pardon. Je trouve que c'est assez compliqué. Je ne sais pas si pour vous, c'est compliqué. Moi, c'est une écriture qui parfois m'a mis un peu mal à l'aise, même si j'ai beaucoup apprécié le livre. Et je me demandais comment vous arriviez à gérer votre relation aux gens qui vous entourent, en fait. Si vous ne posiez pas la question. En l'occurrence, pour être tout petit peu précis, mais d'abord, je parle jamais de lui. Hein, voilà, le vrai personnage derrière, mais juste en l'occurrence, vous avez sans doute compris en lisant le livre que nos relations n'étaient pas extrêmement chaleureuses à ce moment-là, parce qu'il y avait quand même, bon, voilà, il y a des accusations très lourdes portées. Hein, voilà. Donc disons qu'on n'avait pas, je vais pas envoyer le livre, il n'y a pas de. Bon. Non, mais, je suppose qu'il a lu quand même. Mais je vais pas vous dire qu'on se parle et que tout va bien et qu'il me donne des conseils de littérature. Je pourrais vous dire que c'est vrai, en fait. Mais non, moi, je sais pas comment vous l'avez lu, peut-être, mais c'était très important pour moi dans ce livre de ne pas en faire le procès. Et il me semble que j'ai essayé d'être aussi factuel que possible le concernant, que le sujet c'était, et même pour ce qui est du fils, de ne pas penser pour lui. Je décrivais ce qui se passait, les événements, voilà, les éléments factuels. Pour le fils, évidemment, il y avait le regard de la mère, et ce qu'elle éprouvait, et ce qu'elle voyait, etc. Mais en particulier pour ce qui est donc de l'ex-mari, le père du fils, oui, j'ai essayé de le... Et je ne crois pas qu'à un moment je dise... bien sûr que c'était facile, bien sûr que j'avais un sentiment, moi, derrière tout ça, un immense sentiment d'injustice et un chagrin sans nom. Mais c'est pas du tout... Il n'y a aucune idée de vengeance, aucun procès qui est fait à lui tel qu'il devient un personnage dans le livre. Je crois pas. Après, comment lui... mais pour autant, il y a évidemment, une immense violence à se retrouver, d'une façon ou d'une autre, dans un livre. Voilà. Donc je ne vais pas vous dire, mais par exemple, pour tel personnage, de quoi tu te plains, regarde, t'es jolie. Tu vois, c'est pas la question. C'est super violent de se retrouver comme ça, jeté en 3 phrases, dans un livre. Bon. Enfin, voilà. Donc ça, c'est une violence, il me semble, en tout cas que pour ma part, j'assume, à partir du moment où j'écris à la première personne, je l'assume. Mais je veux dire, c'est pas la question c'est la question du fils, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus. Quand voilà, j'écris et je vais écrire sur un personnage qui est mon fils, enfin tout le monde le sait, y compris lui, y compris ses copains, ça c'est une question. Mais il y avait la nécessité d'écrire. Donc il y avait la nécessité. Mais je mesure absolument
S'il y a une violence que j'ai commise, c'est celle-là. Je lui ai dit, d'ailleurs. Voilà, c'est comme ça. Ma question, en fait, oui, je me suis mal exprimé, c'était pas vraiment sa réaction à lui, c'est comment vous aviez géré le fait de parler de lui, de votre enfant. J'assume. Alors voilà, encore une fois, de parler des adultes, a fortiori des adultes qui, enfin, peu importe. Les adultes qui sont en rapport avec vous, c'est une violence, mais c'est une violence entre adultes. Voilà, bon, vous rapprochez pas trop des écrivains, c'est sûr, on finit dans un livre, c'est pas agréable. Moi, moi aussi, à un moment, je serai dans un livre et ça me fera pas plaisir. Bah oui. C'est clair, dans Bah, cette c'est histoire, sûr. mais c'est sûr. Bon, mais les enfants, c'est autre chose. Là, on se sent. Voilà. Je D'ailleurs, voudrais très grande violence. c'est abordé dans le livre quand Yves demande Oui. est-ce qu'il peut lire les livres maintenant. Ah, c'est vrai. Il y avait quelque chose qui était assez beau par rapport à ça, parce que c'est justement à quel moment j'aurais finalement cette espèce de carapace, Ouais. cette capacité à accepter ça. Et moi, ça me faisait beaucoup penser aux propos dont vous parlez sur l'enfance, parce qu'il y a quelque chose dont on parle sur l'enfance. Enfin voilà, vous avez des propos très radicaux sur l'enfance. Et en même temps, là, il y avait comme une espèce d'attention. Finalement, attention, oui, j'ai des propos radicaux sur l'enfance, mais ils peuvent pas être lâchés complètement. Il faut. Et donc Mais dans Love Me Tender, j'ai mis au milieu du livre, il y a une lettre. C'est le seul truc vraiment vrai. Sauf que la lettre, je lui ai pas. Je dis que je l'envoie pas, mais je lui ai lu ce passage. Je lui ai dit, écoute, j'ai fait ce livre. Après, je l'ai vu. Je lui ai dit, je fais ce livre, t'es dedans. Ok, t'as un autre nom, etc. Ça parle de ça. Alors, c'est un livre. Il me dit, maman, je sais très bien ce que c'est qu'un livre. Okay, c'est vrai, il sait très bien ce que c'est qu'un livre. Je lui dis, mais n'empêche, ok, on peut se raconter des choses, mais t'es dans un livre, c'est une violence. C'est pas anodin. Donc, je lui disais, ne lis pas le livre. Après, c'est pas moi, je te dirige pas, donc si tu sais lire et si tu es dans une... mais à mon avis, voilà les raisons pour lesquelles je pense qu'il ne faut pas que tu lises ce livre. Et je lui avais lu cette lettre et quand même ce passage, et qui disait... bah oui, la vie c'est... je sais plus ce qu'il y avait sur ce passage, mais... Enfin, je sais pas, essaye essayer... Qu'est-ce que ça peut dire un parent à un enfant, si ce n'est... Oui, il y a aussi de la violence. C'est le moment où je lui montrais une corrida. Il me disait j'aime pas. Je dis bah, heureusement que t'aimes pas. Mais en fait c'est comme ça. Et c'est pas grave. Et on sera plus. Et on est. En fait c'est ça aussi le pari sur mon rapport à la violence. C'est aussi que je pense qu'on est suffisamment fort, chacun. Suffisamment fort pour accueillir une part de violence. On peut faire ce pari-là aussi, en fait, qu'on ne va pas être écrasé. Voilà. Et que si par moment je parle, parce que finalement je ne fais que parler de relations, donc les relations c'est toujours de l'amour, enfin je veux dire avec les parents, les enfants, les êtres qu'on a aimés, les relations amoureuses, voilà. Et si j'en parle parfois durement, c'est aussi parce que pas uniquement parce que je crois que c'est la vérité de l'amour, parce que je crois que c'est la vérité de toute relation, y compris dans l'amour, il y a du conflit, il y a de la violence, il y a pas que des moments, mais que c'est ça la beauté de l'amour, et que l'amour est quelque chose de plus fort qui va pas s'effondrer parce qu'à un moment il y a du tiraillement, de la colère, etc. Et toutes ces choses-là dans l'amour, c'est un plus de tout. C'est aussi parce que j'y crois que j'ai pas peur, en tout cas que j'assume la violence que je mets dans les livres et qu'on retrouve dans mon rapport à l'enfance ou quand finalement j'arbitre au-delà de la nécessité de mettre mon fils dans un livre. Et c'est ça, je pense que c'est là que se joue vraiment la question fondamentale, je pense, c'est dans cet arbitrage en fait. C'est cet arbitrage, c'est la nécessité de ce livre, la nécessité de l'écriture, la nécessité de raconter l'histoire telle que tu la racontes, enfin, à ce moment-là, à ce moment donné du temps. Je pensais à
à quelque chose que racontait Annie Ernaux, que j'ai trouvé très pertinent et très juste, où elle racontait qu'au moment où son premier roman est sorti, Annie Ernaux, grande écrivaine française qui venait d'un tout petit village en Normandie, de parents épiciers, issus de la paysannerie, qui étaient ouvriers, personne n'avait jamais lu de livre dans sa famille, encore moins écrit des livres, personne n'était allé à l'école. Elle se fantasme écrivaine et s'imagine la sortie de son premier livre. Et vraiment, elle le raconte avec cette candeur de la jeune fille qu'on imagine très peu. Annie Ernaux, elle s'imagine vraiment sur scène récupérer son Oscar, quoi. Elle a sorti son premier livre. Et en fait, son premier livre sort, Les armoires vides, et elle raconte son enfance et les personnages, de manière fictionnelle, mais quand même, elle raconte sa famille, son entourage. Et c'est l'horreur. C'est l'horreur. Elle le raconte d'une manière que eux ne peuvent pas du tout comprendre. C'est pas beau, c'est pas inspirant, c'est pas comme ça qu'eux ont envie de se voir. Et c'est très dur, en fait. Et la sortie de ce livre, pour elle, est un moment extrêmement douloureux, où elle est confrontée à la nécessité d'avoir écrit ce livre, et elle ne le renie pas du tout. Elle se rend compte que c'est comme ça qu'elle avait besoin d'écrire, et que c'était le livre qu'elle avait besoin d'écrire. Et je trouve ça très beau et très juste. Oui, mais je finis, finis. La mesure, c'est que ça doit dire quelque chose de vrai. Et ça sort comme ça. Et si on ne cesse de passer nos phrases et nos pages, je crois, au tamis de notre, je sais pas, cette chose qu'on cherche. Et si ça passe ça, quand ça passe ça doit être ça, quitte à les perdre dans la vraie vie. Voilà. C'est pour ça que, oui, de ce point de vue-là, la seule vie, c'est la littérature, parce que c'est plus important pour nous, parce que je suis prête à perdre ces gens, ou à les blesser. Je ne souhaite pas blesser les gens en vrai, quoi. Je veux dire, c'est pas mon truc, vous voyez. Mais parce que le livre, la vérité de quelque chose d'autre qui dépasse... c'est peut-être une folie de croire ça, il y a une part de délire, hein, mais... La brosse à dents. Voilà, la brosse à dents. Mais l'emporte sur... il y a ce côté-là, quelles que soient les conséquences. Parce que ça, c'est plus important. Comme le temps passe, je vais proposer une dernière question. Ah, on a le micro déjà. Oui, bonsoir. Moi, je voulais poser la question. Est-ce que vous arrivez à vous enfuir À m'enfuir À vous enfuir de cet univers que vous décrivez, puisque vous parlez du jeu, oui. Vous êtes impliqué dedans. Parvenez-vous à vous enfuir? Et la deuxième question est liée à ça. On a un micro du coup, puisque vous posez votre question quand même. Est-ce que vous vous acquittez? Ah. Alors, vous, dans cette narration du jeu sur lequel on joue depuis tout à l'heure, peu importe, est-ce que vous parvenez à vous enfuir de ce que vous écrivez? Et est-ce que vous vous acquittez en finale, en termes d'avocat? Oui, ça fait penser à une phrase de Camus. C'est pas dans L'étranger, c'est dans La Chute, qui dit au bout de toute liberté, il y a une sentence. En fait, le jeu, c'est du jeu c'est tellement un travail que c'est pas soi. Voilà. Donc, alors, en revanche, le livre devient, c'est à la fois un espace qui protège et puis c'est quand même par moments lourd. Mais en dehors de ça, en fait, c'est très éloigné de. Ça va être une pause, mais je pense beaucoup moins à moi qu'avant avant que je me mette à écrire à la première personne. En fait, c'est du travail. Voilà. On le sait, le travail est une forme de distraction. Donc justement, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on fait ça. Ça vous distrait de vous-même, y compris quand vous écrivez à la première personne. Ensuite, est-ce que je m'acquitte ? Voilà, d'abord, est-ce que je me mets en accusation ? Là, je me posais cette question-là, oui.
Oui, je m'acquitte, puisque je dis que la cause est plus importante, donc je dois m'acquitter. Ou alors j'accepte d'être coupable, j'en sais rien. Mais non, il y a ce truc un peu fou qui est le sentiment de remplir quand même une obligation en faisant cette chose. Et en passant à l'obligation, on va passer par la dernière question qu'on aura ce soir. Oui, je voudrais revenir sur le jeu, justement, rapidement. Et bon, vous disiez effectivement, enfin, vous n'avez pas posé la question tout à l'heure, mais est-ce que l'écriture est thérapeutique? Moi, voilà, et par rapport à l'angle de vue de la psychanalyse, oui. Est-ce que ça l'est? Bon, je pourrais dire que non, effectivement, parce que vous êtes face à vous-même. Mais malgré tout, je trouve qu'il y a un parallèle, parce que avec votre jeu, mon sentiment, c'est qu'effectivement, vous régressez et vous vous autorisez lorsqu'on est enfant, les émotions sont bien plus intenses, elles sont brutes, bien plus que quand on est adulte, où on est corseté. Et quand on est enfant, on ne peut pas dire à sa mère qu'on est censé aimer, à son père qu'on est censé aimer. On ne peut pas leur dire « je te hais, je veux te tuer ». C'est ce genre de choses-là, je veux te détruire, je veux que tu disparaisses. C'est pas quelque chose qui est... Si, il y a des enfants qui disent ça, bien sûr. Oui, il y en a. Bien sûr. Il y en a, non, mais il y en a. Il y en a. À l'âge adulte, c'est beaucoup plus rare. Il y en a, mais vous, il y en a. Mais, vous en avez même défendu. Non, mais attendez. Il y en a. Mais ce jeu, c'est votre personnage. Je ne parle pas de moi, je ne parle pas des gens qui sont là. Je parle du personnage qui est le vôtre dans votre livre. Voilà. Et moi, mon sentiment, c'est que c'est ça, c'est ce que vous dites. Et lorsque vous dites, alors, dans la présentation, le fait que vous disiez, par exemple, si j'ai bien lu, qu'on devrait enlever les enfants à leurs parents. C'est ce que j'ai lu. Bon. En tout cas, en vous écoutant, là, bien sûr, comme ça peut être un peu surprenant. Mais oui, j'entends que vous avez eu envie d'être enlevé à vos parents. Mais pas du tout, non. Mais c'est ce que moi... Ah bah oui, mais alors... C'est ce que moi j'entends. J'ai pas dit que c'était vous. C'est ce que moi j'entends, là. Non. C'est ce que j'entends, c'est... oui. Dans ce que vous avez lu tout à l'heure, c'est... Moi, j'ai entendu la destruction. J'ai entendu que vous avez crié, vous avez détruit. Ouais, c'est ce que j'ai entendu. Voilà. Oui, j'espère qu'il n'y a pas que ça, et il n'y a pas que du premier degré dans ces choses-là. Mais non, mais j'ai pas du tout. D'abord, c'était qu'un passage, etc., et que c'était cette part-là qui est dite. Enfin, s'il n'y a pas dans tout rapport aussi cette pulsion-là, ce serait pas c'est pas vrai. Et que par ailleurs, il y a, il me semble, effectivement, dans la destruction ou le départ, quelque chose aussi d'extrêmement vivifiant. Ou simplement de mettre les choses à leur place et de s'autoriser à dire, on dit j'ai le droit de dire je ne t'aime pas. Ne veut pas dire qu'on va le dire. Simplement, ça change tout mentalement au rapport. Je suis pas claire. Non, mais quelque part. Mais bon. On voit en quelque sorte une espèce de, puisqu'on a parlé de littérature, de philosophie, on a l'impression de voir émerger la figure de Diogène qui était autour des cyniques et finalement. Non, mais alors oui, bien sûr. Non, mais et qui était capable de défier toutes ces conventions, qui était capable de défier les puissants comme les faibles pour les faire réfléchir à quelles étaient ces conventions, pourquoi elles étaient là, qu'est-ce qui les justifiait. Et quelque part, ce qu'on comprend dans votre question aussi, c'est qu'en se mettant dans cette position. Je ne sais pas si cette comparaison avec Diogène, quand même, j'y ai beaucoup pensé quand on en parlait, parce que Diogène, il n'a qu'une carapace qui est sa peau contre les puissants, il n'a pas de problème pour les défier, parce qu'il trouve que les systèmes qui les tiennent sont absurdes, sont idiots. Mais quand on pose la question de la thérapie, ce qui est intéressant, c'est de se dire thérapeutique pour qui? Pas forcément pour vous, peut-être pour ceux qui vous lisent et qui sont électrifiés parce qu'ils se prennent une claque, littéralement, puis une autre claque,
pour réfléchir à toutes ces questions de la société telle qu'elle est construite aujourd'hui. Oui, mais ça pose évidemment aussi, la question de pour qui on parle, et il y a des moments qui sont assez violents. Quand le texte qu'on a lu tout à l'heure, ça commence par expliquer qu'on est dans un système de justice qui n'est pas juste pour les pauvres, et puis finalement, le pauvre qui vient vous embêter, il se prend une claque. Alors, je vais revenir là-dessus, parce que le pauvre se prend pas une claque. C'est juste que à la fin de ce développement, un sentiment de vanité, en fait, un sentiment que précisément, en fait, l'injustice, tout le monde s'en fout, et que le système est organisé fonctionne sur l'injustice, voilà. Qu'il y a un paradis qui marche sur un enfer, en fait, tout simplement. Et que tout le monde s'en fout, et qu'en fait, tout le monde marche là-dedans. Et que même quand on est avocat et qu'on croit qu'on va quand même rétablir un peu les choses, en fait, on sert à ce que le système marche comme ça. Ok. On se retire, on dit, mais c'est un mouvement, hein, c'est un mouvement d'humeur. J'en ai plus rien à foutre, ni de rien, ni des riches, ni des non-riches, ni des bourgeois, ni des non-bourgeois. Mais seulement, il y a juste une chose, en fait, et je l'ai déjà dit ailleurs, mais je le répète, parce que c'est très important, c'est que il y a une chose qui est insupportable, c'est le surplomb, et que quand je m'aventure dans ce livre, je m'aventure, moi, en étant ce que je suis, c'est-à-dire bourgeoise, que j'ai de l'argent ou pas, je suis bourgeoise, je suis blanche, je suis privilégiée, j'ai de la culture, je suis écrivain, voilà, ça suffit à me poser là. Et si je parle de l'injustice, et que donc je vais parler, et je dis comme ça, des pauvres, bien sûr que c'est caricatural, mais voilà, au moins c'est direct et on sait de quoi il s'agit. S'il y a une chose, justement, là, pour le coup, les pauvres, ce sont précisément ceux, c'est pour ça qu'à un certain moment, je m'énerve contre la littérature, qui n'écrivent pas. C'est comme ça. C'est pour ça que j'ai testé la littérature. Je l'aime parce qu'elle ne parle que des vaincus. Elle ne parle que de ça. Et en fait, c'est devenu l'apanage des vainqueurs. Et ça, c'est quelque chose d'insupportable. Et donc, quand moi, je prends la parole sur ces questions-là, je ne peux pas, de mon point de vue, me permettre le surplomb de la pitié. Parce que ça, c'est du surplomb. La pitié du bourgeois vers le pauvre, c'est pas mieux que l'arrogance. Et donc, dire comme ça, dans un mouvement d'énervement, toi, le pauvre, si tu viens, ne viens pas me déranger, pas plus que les autres, ne viens pas me déranger, sinon je te foutrai une gifle, ça veut dire je te traite comme les autres. Parce que la seule chose qu'on peut encore faire, au moins juste là, comme ça, en 2 phrases, c'est de traiter tout le monde pareil. Les vainqueurs comme les vaincus. Et c'est pour ça que j'ai cette phrase. Voilà. Mais je vous remercie pour cette magnifique réponse, et c'est une magnifique manière de terminer sur la soirée. Merci Constance Debré de nous avoir fait ce plaisir. Merci à Violaine Huisman d'avoir permis cet échange qui était vraiment extrêmement riche. Je crois qu'on dit aussi merci à l'autre lecture qu'on a eue au début, à Vassilis, au Kommenopoulos, qui nous a fait ce témoignage. On a encore la possibilité d'échanger en bas dans le drum. Il va y avoir, donc on vous invite à venir échanger quelques mots avec les auteurs autour d'un verre dans le drum.